Maman m'a abandonnée quand j'avais 7 ans. Elle est réapparue à l'enterrement de mon père, 20 ans plus tard, uniquement pour réclamer la moitié de l'héritage afin d'élever ses enfants. Tu n'as pas besoin de cet argent. Tu es seul. Personne ne se soucie de toi. Nous nous sommes retrouvés au tribunal. Et le juge a dit, eh bien, commençons. Je m'appelle Men et j'ai 27 ans. Il y a 3 jours, mon père est mort d'une crise cardiaque, là, dans son bureau. Comme ça. 1 minute, il était vivant, travaillant sur un contrat de construction, et la minute suivante, il était parti. Le secouriste a dit que c'était rapide. Je suppose que c'est censé me réconforter, mais ça ne le fait pas. J'ai tout organisé moi-même. La maison funéraire, les fleurs, la cérémonie, la parcelle au cimetière. Papa avait de l'argent, alors j'ai pu faire les choses correctement. Ses partenaires d'affaires sont venus. Des hommes avec qui il avait travaillé pendant des années à construire des maisons partout dans la ville. Ses amis du club de golf étaient là aussi. Même certains ouvriers de ses chantiers sont venus lui rendre hommage. Il n'arrêtait pas de me dire quel homme bon il était, comment il les avait aidés dans les moments difficiles, comment il leur donnait du travail stable. La cérémonie était belle. Le pasteur a parlé de la générosité de papa et de son amour pour sa famille. Enfin, ce qu'il restait de sa famille, c'est-à-dire moi. Nana était morte 2 ans plus tôt, et elle était la seule autre personne qui comptait vraiment pour papa après le départ de maman. J'étais près de la tombe, regardant le cercueil descendre, quand quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retournée et je me suis figée. Là, à environ 3 mètres, il y avait ma mère, avec un homme que je ne connaissais pas et 3 enfants. Le plus âgé avait peut-être 16 ans, le plus jeune autour de 10 ans. Ils étaient tous habillés en sombre, comme s'ils avaient leur place ici. Je ne l'avais pas vue depuis 20 ans. Elle avait vieilli, évidemment. Ses cheveux étaient différents, plus courts, plus foncés. Elle avait pris du poids, mais c'était bien elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Ma voix était froide et dure. « Comment as-tu su qu'il était mort ?» J'ai eu des nouvelles par des cousins éloignés. L'homme à côté d'elle a posé une main sur son épaule. Il était grand, chauve, vêtu d'un costume bon marché. Ce devait être l'amant avec qui elle s'était enfuie il y a toutes ces années. Les 3 enfants se tenaient derrière eux, mal à l'aise. « Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas invité à l'enterrement, » a-t-elle dit. C'était mon mari, autrefois. J'ai ri. J'ai vraiment ri, là, près de la tombe de mon père. Ton mari ? Tu l'as quitté il y a 20 ans. Tu nous as quittés tous les deux. Les souvenirs me sont revenus en masse. J'avais 7 ans quand c'est arrivé. Papa était parti en voyage d'affaires pour voir une propriété à l'extérieur de la ville. Il ne devait être absent que 2 jours. Maman a attendu que sa voiture soit sortie de l'allée. Puis elle a commencé à faire ses valises. Je me souviens lui avoir demandé où elle allait. Maman doit partir pour un moment, a-t-elle dit. Reste ici. Papa sera bientôt de retour. Mais elle n'a pas attendu papa. Elle a préparé 2 valises, écrit une lettre, et l'a laissée sur la table de la cuisine. Puis elle est sortie et a pris sa voiture. Elle m'a laissée seule dans cette maison pendant 2 jours entiers. J'étais terrifiée. Je mangeais des céréales pour le petit déjeuner et le déjeuner parce que je ne savais rien cuisiner d'autre. Je regardais la télévision et j'attendais que quelqu'un rentre. Je pensais qu'elle reviendrait, qu'elle avait oublié quelque chose, mais elle n'est pas revenue. Quand papa est enfin rentré, il m'a trouvée sur le canapé, portant les mêmes vêtements depuis 2 jours. Je me suis précipitée vers lui en pleurant, lui disant que maman était partie. Il a lu sa lettre. Je n'ai jamais vu ce qu'elle disait, mais son visage est devenu blanc. Puis il l'a froissée et jetée à la poubelle. Ta mère, c'est fini, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Tout s'est accéléré ensuite. Papa a appelé son avocat. Des documents ont été déposés. Maman était censée se présenter au tribunal pour le divorce et l'audience de garde, mais elle n'est jamais venue. Le juge a accordé la garde exclusive à papa et a mis fin à ses droits parentaux. Comme ça, elle était légalement sortie de nos vies. Papa m'a dit plus tard que maman avait eu une liaison avec un homme de son bureau. Ils avaient planifié ça pendant des mois, attendant le bon moment pour s'enfuir ensemble. Ce moment, c'était quand mon père a quitté la ville, et j'étais seule et sans défense.
Maintenant, la voilà, 20 ans plus tard, avec son amant et leurs 3 enfants, agissant comme si elle avait le droit d'être à l'enterrement de papa. Men, ce sont tes frères et sœurs, a-t-elle dit, en désignant les enfants. Voici Parker, il a 16 ans. Sutton a 13 ans. Et le petit Grady a 10 ans. Je les ai regardés. Ils me regardaient avec des yeux curieux. Ils ne savaient probablement pas qui j'étais ou pourquoi leur mère les avait emmenés à l'enterrement d'un inconnu. Je m'en fiche, ai-je dit. Je me suis détournée d'elle et j'ai marché vers ma voiture. Je l'ai entendue appeler mon nom, mais je ne me suis pas retournée. Je n'avais rien à lui dire. Elle avait fait son choix il y a longtemps, et maintenant elle devait vivre avec. Les 20 dernières années ont défilé dans mon esprit en rentrant chez moi. Papa et moi avions tout repris de zéro ensemble. Ça a été dur au début. Il était dévasté, travaillant tout le temps pour éviter de penser à ce que maman avait fait. Je passais la plupart de mon temps avec Nana, la mère de papa, qui a emménagé pour s'occuper de moi. Mais l'entreprise de papa a décollé. Toute cette colère et cette douleur qu'il ressentait, il les a canalisées dans son travail. Il a commencé à décrocher de plus gros contrats, à gagner plus d'argent. Nous avons déménagé dans une grande maison dans le meilleur quartier de la ville. Il ne s'est jamais remarié, n'a même jamais eu de petite amie sérieuse, bien que des femmes aient essayé. Il disait que j'étais assez de famille pour lui. J'ai fait mes études universitaires grâce à papa. J'ai étudié l'administration des affaires. Il m'a acheté un appartement quand j'ai obtenu mon diplôme. J'ai trouvé un bon travail, mais je n'avais pas vraiment besoin de travailler grâce à ce que Nana m'avait laissé à sa mort. Elle avait économisé 220 000 $ au fil des ans. Plus, elle m'avait laissé sa maison. J'ai vendu la maison et investi tout intelligemment. Je pourrais vivre des intérêts si je le voulais, mais j'aime avoir quelque chose à faire. Et maintenant, il était parti, et j'étais seule. Enfin, pas complètement seule. Il m'avait tout laissé. L'entreprise, la maison, ses voitures, tout son argent. J'avais trouvé son testament dans le tiroir de son bureau. C'était simple et clair. Tout va amen. Je suppose que maman a découvert ça d'une manière ou d'une autre. C'est probablement pourquoi elle est venue aujourd'hui. Pas parce qu'elle était triste que papa soit mort, mais parce qu'elle voulait savoir ce qu'elle pouvait en tirer. Quelques jours ont passé après l'enterrement, et j'ai essayé de reprendre une sorte de routine normale. Normal étant un terme relatif quand votre monde vient d'être bouleversé. J'ai dû m'occuper de l'entreprise de papa, décider quoi faire de tous ses actifs, gérer les formalités légales liées à un décès. J'ai décidé de ne pas vendre l'entreprise de construction. Papa l'avait construite de toutes pièces, et ça me semblait mal de m'en débarrasser. De plus, elle rapportait bien. Jory, l'adjoint de papa, était avec l'entreprise depuis 15 ans. Il connaissait l'entreprise de fond en comble, et papa lui faisait entièrement confiance. Alors, je l'ai nommé PDG et j'ai gardé la propriété pour moi. Ça semblait être la bonne chose à faire. J'étais dans mon appartement, en train de trier des documents de papa, quand la sonnette a retenti. C'était un mardi après-midi, vers 15 heures. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir la porte. C'était elle, ma mère, seule cette fois. Sans mari, sans enfant. Elle portait un jean et un pull, l'air nerveux. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu veux ? » Puis-je entrer ? Juste quelques minutes. Contre mon meilleur jugement, je me suis écartée et l'ai laissée entrer dans mon salon. Elle a regardé autour d'elle, observant les beaux meubles, les grandes fenêtres, les œuvres d'art coûteuses sur les murs. « C'est un bel endroit, » a-t-elle dit. « Comment as-tu eu mon adresse ? » J'ai demandé autour de moi. Des cousins éloignés de ton père me l'ont donné. Super. Donc, maintenant, elle me traquait via des relations familiales. Qu'est-ce que tu veux ? Ai-je redemandé. Elle s'est assise sur mon canapé sans y être invitée. Men, je sais que tu as hérité de beaucoup d'argent de ton père, et aussi de ta grand-mère. J'ai senti mon estomac se nouer. Comment diable savait-elle pour l'argent de Nana ? Et alors ? Mon point, c'est que tu es très riche maintenant. Et je pense que tu devrais partager une partie de cette richesse avec ta famille. Je l'ai dévisagé. Ma famille. Oui, avec moi et tes frères et sœurs. Ces 3 enfants que tu as rencontrés à l'enterrement.
Ce sont tes demi-frères et demi-sœurs. Men, ils ont besoin d'aide pour l'école, pour les frais d'université, pour les dépenses de base. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu es sérieuse là? Complètement sérieuse. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant à charge. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais jamais en dépenser. Pendant ce temps, j'ai du mal à élever 3 enfants avec le salaire de mon mari. Laisse-moi comprendre, ai-je dit, en m'asseyant en face d'elle. Tu m'as abandonnée quand j'avais 7 ans. Tu m'as laissée seule dans une maison vide pendant 2 jours. Tu n'as jamais appelé, jamais écrit, jamais envoyé de carte d'anniversaire, jamais demandé comment j'allais pendant 20 ans. Et maintenant tu veux que je te donne de l'argent. Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse pendant environ 2 secondes. Puis elle s'est redressée et s'est mise sur la défensive. Je n'ai jamais aimé ton père, Men. Je ne pouvais plus vivre avec lui. Mais je savais qu'il prendrait soin de toi. Tu as toujours été sa petite princesse. Tu m'as abandonnée parce que tu voulais t'enfuir avec ton amant et que tu ne voulais pas t'embêter avec un enfant. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'as-tu pas lutté pour ma garde? Pourquoi n'es-tu même pas venue au tribunal? Elle n'avait pas de réponse à ça. Et maintenant, ai-je continué, maintenant que papa est mort et que tu as appris que j'ai hérité de son argent, tout à coup tu te souviens que tu as une fille. Tout à coup, tu veux une relation. Mais en réalité, ce que tu veux, c'est la moitié de tout. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit. Mais sa voix n'était pas convaincante. Bien sûr que si. Tu n'aimais pas papa, mais tu aimes son argent maintenant. Elle a essayé une autre approche. Men, ces enfants sont innocents dans tout ça. Ils n'ont rien fait de mal. Parker veut aller à l'université, mais nous n'en avons pas les moyens. Sutton a besoin d'un appareil dentaire. Le petit Grady a des troubles d'apprentissage et a besoin de cours particuliers. Ce sont tes frères et sœurs. Non, ils ne le sont pas. Ce sont tes enfants avec l'homme pour qui tu nous as quittés. Ils ne sont rien pour moi. Comment peux-tu être aussi froide? Froide? Tu veux parler de froideur? Tu as laissé une enfant de 7 ans seule dans une maison pendant 2 jours. Tu n'as jamais contacté cet enfant pendant 20 ans, et maintenant tu te présentes en exigeant de l'argent. Ça, c'est froid. Elle s'est levée, frustrée. Tu as des millions de dollars, Men. Plus que ce dont une personne a besoin. Je te demande de l'aide pour l'éducation et les besoins de base de mes enfants. Alors demande à leur père. Demande à ton mari. Ne demande pas à la fille que tu as achetée. Ton père t'a monté contre moi. Mon père n'a jamais dit un mot contre toi. Il n'en avait pas besoin. Tes actions parlaient d'elles-mêmes. Elle devenait désespérée maintenant. Je pouvais le voir dans ses yeux. Men, s'il te plaît. Je te supplie. Réfléchis Y. S'il te plaît. Les enfants souffrent, et tu pourrais les aider avec une goutte d'eau par rapport à ce que tu as. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Tu parles sans cesse de quelle mère attentionnée tu es maintenant. Combien tu te soucies de l'avenir de tes enfants. Mais il y a 20 ans, tu te souciais si peu de ton enfant que tu l'as laissé seul et terrifié pendant 2 jours. J'étais jeune. J'ai fait des erreurs. J'ai ouvert la porte. Je veux que tu partes. Men, s'il te plaît. Pars maintenant. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Ce n'est pas fini. Ces enfants méritent mieux. Oui, c'est vrai. Ils méritent une mère qui n'abandonne pas ses enfants quand les choses deviennent difficiles. Après son départ, je me suis servi un verre de vin et me suis assis sur mon canapé, tremblant. Je n'arrivais pas à croire le culot de cette femme. 20 ans de silence, et maintenant elle voulait la moitié de tout ce que papa avait construit. J'ai pensé à ces 3 enfants. J'avais de la peine pour eux, vraiment. Ce n'était pas leur faute si leur mère était égoïste et si leur père, apparemment, ne pouvait pas subvenir correctement à leurs besoins. Mais ils n'étaient pas ma responsabilité. Je ne leur devais rien. Papa s'était donné à fond pour construire la vie que nous avions. Après le départ de maman, il aurait pu s'effondrer. Au lieu de ça, il a canalisé sa douleur pour construire quelque chose de meilleur pour nous. Il a gagné chaque dollar qu'il m'a laissé. Je n'allais pas laisser maman me culpabiliser pour le donner. 2 semaines plus tard,
j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une plainte. Ma mère me poursuivait pour la moitié de l'héritage de papa. J'ai appelé mon avocat immédiatement après avoir reçu cette plainte. Il s'appelle Barrett Caldwell, et il avait géré le testament de papa et certains contrats d'affaires au fil des ans. Papa lui faisait confiance, donc moi aussi. Men, je suis désolé d'entendre ça, a dit Barrett quand je lui ai montré les documents. Mais ne t'inquiète pas trop. Ta mère n'a aucun fondement légal pour réclamer une partie de l'héritage de ton père. Mais elle essaie vraiment de me poursuivre. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle va gagner. N'importe qui peut déposer une plainte. Gagner, c'est une autre histoire. On va se battre. La plainte affirmait que maman méritait la moitié de l'héritage de papa parce qu'elle avait été mariée avec lui et m'avait élevée pendant 7 ans. Ses avocats soutenaient qu'elle avait contribué à la famille et méritait une compensation. C'était absurde, mais nous devions quand même passer par tout le processus légal. Le procès a commencé 3 mois plus tard. J'étais nerveuse comme jamais en entrant dans cette salle d'audience. Maman était assise à l'autre table avec son avocat. Un type mince dans un costume coûteux qui avait l'air de se prendre pour un génie. Elle avait le culot d'amener son mari et les 3 enfants. Ils étaient assis au premier rang, comme s'ils étaient les victimes ici. Les enfants me fixaient avec des yeux tristes, comme si j'étais le méchant qui les privait de leur héritage légitime. L'avocat de maman a pris la parole en premier. Votre honneur, ma cliente a été mariée au défunt pendant 8 ans. Pendant ce temps, elle a aidé à élever sa fille et à contribuer au foyer. Elle mérite sa juste part des actifs matrimoniaux. Puis il a commencé à parler de comment maman avait essayé de maintenir une relation avec moi après le divorce, mais que papa l'en avait empêché. C'est là que j'ai failli perdre mon sang-froid. Elle a 3 enfants qui ont besoin de soutien financier pour l'éducation et les besoins de base, a continué l'avocat. Pendant ce temps, la défendresse a hérité de millions de dollars qu'elle ne pourra jamais dépenser de son vivant. Quand ce fut au tour de Barrett, il a présenté les faits réels. Il avait des copies des documents de divorce, des documents de garde, tout. Votre honneur, la plaignante a abandonné sa fille de 7 ans, la laissant seule dans une maison pendant 2 jours alors que son père était en voyage d'affaires. Elle s'est enfuie avec son amant et n'a plus jamais contacté sa fille. Elle n'a pas lutté pour la garde, n'a pas payé de pension alimentaire, et n'a fait aucun effort pour faire partie de la vie de cet enfant pendant 20 ans. Barrett a sorti des relevés bancaires, des relevés téléphoniques, tout ce qui prouvait que maman n'avait jamais essayé de me contacter. La plaignante n'est réapparue dans la vie de la défendresse qu'après avoir appris l'héritage. Ce n'est pas une question de relation familiale ou d'équité. C'est une question d'argent, purement et simplement. Puis le juge a commencé à poser des questions. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Madame Carvé, a dit le juge à ma mère, pourquoi n'avez-vous pas contacté votre fille quand elle a eu 18 ans et n'était plus sous le contrôle de son père? Maman s'est agitée sur son siège. Je pensais qu'il valait mieux la laisser avoir une vie stable avec son père. Mais vous êtes ici maintenant, prétendant que vous vouliez une relation avec elle. Oui, votre honneur. J'ai toujours voulu faire partie de sa vie. Alors pourquoi avez-vous attendu que son père soit mort et qu'elle ait hérité de son patrimoine? L'avocat de maman a bondi. Objection, votre honneur. Le moment de la démarche de ma cliente n'annule pas ses droits légaux. Je vais autoriser la question, a dit le juge. Maman avait l'air déconcertée. J'ai appris sa mort par des cousins et j'ai pensé qu'il était temps de renouer. Le juge n'y croyait pas. Madame Carvé, pourquoi n'avez-vous fourni aucun soutien financier à votre fille au cours des 20 dernières années? Et maintenant, vous pensez qu'elle devrait vous fournir un soutien financier? Maman n'avait pas de réponse à ça. Elle restait là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Et pourquoi, a continué le juge, le tribunal devrait-il vous accorder la moitié d'un patrimoine qui a été entièrement constitué après que vous avez abandonné votre famille? C'est là que maman a craqué. Elle s'est levée et a commencé à crier. Elle n'a pas besoin de tout cet argent. Elle est seule. Personne ne se soucie d'elle de toute façon. Elle est égoïste et froide, tout comme son père. Toute la salle d'audience s'est tue. Même ses propres enfants avaient l'air embarrassés. J'avais l'impression qu'elle m'avait giflé. Après tout ce qu'elle avait fait, elle me traitait d'égoïste et de froide.
Le juge a frappé son marteau. Madame Carvé, asseyez-vous et contrôlez-vous. Son avocat essayait de la calmer, mais le mal était fait. Le juge a examiné toutes les preuves, a regardé maman, puis moi. Je ne trouve aucune base légale pour la demande de la plaignante, a-t-il dit. La défendresse a hérité de ce patrimoine par un testament valide de son père, qui avait le plein droit légal de disposer de ses actifs comme il l'entendait. La plaignante a abandonné ses responsabilités parentales il y a 20 ans et n'a fait aucun effort pour faire partie de la vie de sa fille jusqu'à ce qu'elle apprenne l'héritage. Il a marqué une pause et a regardé directement ma mère. De plus, je pense que la défendresse est chanceuse qu'une telle mère l'ait abandonnée, car elle méritait clairement une vie meilleure que celle que la plaignante aurait pu lui offrir. Le visage de maman est devenu blanc. Son avocat a essayé d'objecter, mais le juge l'a interrompu. Affaire classée. Le tribunal attribue tous les frais à la défendresse. En quittant la salle d'audience, maman a poussé son avocat et s'est plantée devant moi. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Tu vas le regretter. Madame, vous devez vous éloigner de ma cliente, a dit Barrett fermement. Son mari est finalement venu la tirer en arrière, mais elle continuait à me fixer avec une haine pure dans les yeux. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. Une semaine plus tard, elle a réussi à obtenir mon numéro de téléphone et a commencé à m'appeler. Puis elle a commencé à m'envoyer des textos. Les messages étaient fous, disant que j'étais mauvaise, que j'avais volé l'avenir de ses enfants, que Dieu me punirait. J'ai bloqué son numéro, mais elle a pris de nouveaux téléphones et continuait à appeler depuis différents numéros. Puis un jour, elle s'est présentée à mon bureau. L'entreprise de construction de papa avait un bel immeuble en centre-ville, et elle est entrée directement dans le hall avec les 3 enfants. « Je veux voir Men », a-t-elle crié à la réceptionniste. C'est ma fille, et elle a abandonné sa famille. La pauvre réceptionniste ne savait pas quoi faire. J'ai entendu le tumulte et je suis sortie voir ce qui se passait. Tu dois partir, ai-je dit à maman. Ces enfants ont faim, a-t-elle hurlé. Tu as des millions, et ils n'ont pas de nourriture à cause de ton égoïsme. Les enfants avaient l'air mortifiés. Les autres employés regardaient. C'était une scène complète. La sécurité est arrivée et l'a escortée dehors, mais le mal était fait. Mes employés posaient des questions, et tout cela était terriblement embarrassant. C'est là que j'ai rappelé Barrett. Il nous faut une ordonnance de restriction, lui ai-je dit. J'espérais que ça n'en arriverait pas là, mais je pense que tu as raison. Barrett a déposé une demande d'ordonnance de restriction le lendemain. Nous avons dû retourner au tribunal, mais cette fois, c'était une juge différente, une femme d'une 50aine d'années qui semblait avoir tout vu. Votre honneur, a dit Barrett, ma cliente est harcelée et traquée par sa mère biologique, qui a proféré des menaces et perturbé son lieu de travail. Il a présenté toutes les preuves, les textos fous, les relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels depuis différents numéros, les déclarations des témoins du personnel de mon bureau concernant la scène que maman avait causée. L'avocat de maman a essayé de prétendre qu'elle voulait juste une relation avec sa fille, mais la juge n'y croyait pas. Madame Carvé, vous avez perdu votre procès contre votre fille. Cela aurait dû être la fin. Au lieu de cela, vous avez choisi de la harceler et de l'intimider. C'est ma fille, a crié maman. J'ai le droit de lui parler. Vous avez renoncé à ce droit il y a 20 ans lorsque vous l'avez abandonnée, a dit la juge froidement. Et vous n'avez certainement pas le droit de la traquer et de la menacer. La juge a accordé l'ordonnance de restriction. Maman devait rester à au moins 500 mètres de moi, de ma maison et de mon bureau. Elle ne pouvait pas m'appeler, m'envoyer de textos, ou me contacter par l'intermédiaire de tiers. Si vous violez cette ordonnance, Madame Carvé, vous serez arrêtée et accusée d'outrage au tribunal. Comprenez-vous ? Maman m'a juste fixée depuis l'autre côté de la salle d'audience. Son mari avait l'air embarrassé, et les enfants semblaient confus et bouleversés. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. C'était il y a 6 mois. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman depuis. Je ne sais pas si elle vit toujours au même endroit, si les enfants vont bien. Honnêtement, je ne veux pas le savoir. Parfois, on me demande si je me sens mal de ne pas aider ces enfants. Ils sont innocents, disent-ils. Ils n'ont pas choisi d'avoir une mère comme ça. Et ils ont raison. Ces enfants n'ont rien fait de mal. Mais moi non plus.
Je n'ai pas demandé à être abandonnée à 7 ans. Je n'ai pas demandé que ma mère disparaisse de ma vie pendant 20 ans pour réapparaître en exigeant de l'argent. Papa s'est donné à fond pour construire la vie que nous avions. Il aurait pu s'effondrer après le départ de maman. Mais au lieu de ça, il a canalisé toute cette douleur pour faire quelque chose de mieux. Chaque dollar qu'il m'a laissé, il l'a gagné à la sueur de son front et par son sacrifice. Je ne vais pas donner ça à une femme qui m'a jeté comme un déchet. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si maman m'avait abordé différemment. Si elle était venue à l'enterrement de papa et avait dit qu'elle était désolée. Si elle avait proposé de prendre un café pour parler du passé. Si elle avait reconnu ce qu'elle m'avait fait et essayé de se racheter. Mais elle n'a rien fait de tout ça. Elle a vu des dollars et a décidé que je lui devais quelque chose. Elle se sentait en droit de toucher l'argent de papa, même si elle l'avait assez détesté pour abandonner son enfant. Je pense parfois à ses enfants, Parker, Sutton et Grady. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils auront l'éducation dont ils ont besoin et qu'ils deviendront de meilleures personnes que leur mère. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité est d'honorer la mémoire de papa et de vivre la vie qu'il voulait que j'aie. Il m'a tout laissé parce qu'il m'aimait et me faisait confiance pour en faire bon usage. J'ai gardé l'entreprise de construction en activité. Jory fait un excellent travail en tant que PDG, et nous nous développons même sur de nouveaux marchés. J'ai fait des investissements intelligents avec le reste de l'argent. Je voyage quand je veux, je soutiens des causes qui me tiennent à cœur, et je vis confortablement sans être ostentatoire. Je sors avec quelqu'un maintenant. Il s'appelle Lawson, et il est enseignant. Il ne sait pas pour tout l'argent, et j'aime ça comme ça. Il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai hérité. Papa aurait aimé Lawson. C'est un homme honnête et gentil. Le genre d'homme qui construit des choses au lieu de les détruire. Je pense à papa tous les jours. Je visite sa tombe une fois par mois et lui raconte ce qui se passe avec l'entreprise, avec Lawson, avec ma vie. Je sais qu'il ne peut pas m'entendre, mais ça me permet de me sentir connecté à lui. La maison semble vide parfois. Elle est immense et était destinée à une famille. Peut-être qu'un jour, Lawson et moi la remplirons avec nos propres enfants. Papa aurait adoré ça. Quant à maman, je ne pense plus beaucoup à elle. C'est une étrangère pour moi. Nous partageons de l'ADN, mais c'est tout. La vraie famille, c'est plus que de la génétique. La vraie famille est là quand vous en avez besoin. La vraie famille ne vous abandonne pas pour ensuite exiger un paiement 20 ans plus tard. Papa était ma vraie famille. Nana était ma vraie famille. Peut-être que Lawson le sera aussi un jour. L'ordonnance de restriction est toujours en vigueur. Je garde les documents dans le tiroir de mon bureau, au cas où, mais je ne pense pas en avoir besoin. Je crois que maman a enfin compris que je ne suis pas son plan de retraite. Je ne suis plus en colère. Je l'étais pendant un temps, mais la colère est épuisante. Maintenant, je ne ressens rien quand je pense à elle. Elle n'a plus d'importance dans ma vie. J'ai l'entreprise de papa à gérer, une relation à cultiver, et un avenir à construire. C'est ce qui compte maintenant. Parfois, on me dit que je devrais lui pardonner, que garder rancune est mauvais pour ma santé. Mais je ne garde pas rancune. Je me protège juste de quelqu'un qui a prouvé qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il y a une différence entre pardonner et être stupide. Je lui ai pardonné il y a longtemps pour ma propre paix d'esprit. Mais pardonner ne signifie pas que je dois la laisser revenir dans ma vie ou lui donner l'argent de mon père.